Bienvenue à toutes et à tous sur l'exclu de Roubaix Web, spéciale élection municipale 2026. Vous savez que les 15 et 22 mars prochains, vous serez appelés à voter pour élire vos nouveaux maires. On reçoit aujourd'hui David Guiraud, député candidat Bonsoir. maire. Bonsoir David. Alors, on est là pour échanger, on va avoir un peu de temps. L'idée, c'est de discuter, de comprendre un peu ce qui vous motive, quelle est votre liste, quel est votre projet, et puis qu'on comprenne et que vous puissiez aussi dire ce que vous avez envie de dire à ceux qui demain eh bien, auront le choix parmi plusieurs listes à Roubaix. On pourrait peut-être commencer par une explication de qui vous êtes, et ce que vous êtes à Roubaix, et puis pourquoi aujourd'hui vous en êtes arrivé à proposer votre candidature. Ça serait bien déjà. Oui, ça serait pas mal. Bon, bonsoir Monsieur Bawali. Bon, moi je suis très heureux d'être là parmi vous ce soir. Je pense que c'est important aussi de faire vivre nos médias locaux. Et chez vous, ça fait depuis longtemps que vous êtes quand même investi à Roubaix localement. Donc, je pense que c'est une bonne initiative que d'organiser ça et éventuellement des débats qui auraient lieu après. Euh, moi, je suis député de Roubaix depuis bientôt 4 ans maintenant. J'ai choisi d'y vivre il y a plusieurs années. Je ne suis pas fan de parler de moi parce que je pense que les gens me connaissent. Ils savent qui je suis, ils savent quelles sont mes valeurs, ce que je défends, quels sont les combats que je porte en général. Je suis plus là ce soir pour parler de la liste et de mon programme, cette liste Fier de Roubaix, de mon programme pour les élections municipales qui auront lieu, comme vous l'avez dit, le 15 et le 22 mars. Mais ceci dit, je vais quand même répondre à votre question. Moi, si vous voulez, pourquoi je me suis présenté au municipal à Roubaix? Mais parce qu'en tant que député, depuis 4 ans, j'ai vu, j'ai vu le fonctionnement des institutions, l'état de la ville, des associations, des syndicats, des habitants. Et en fait, j'ai constaté assez vite d'ailleurs que ceux qui étaient censés défendre la ville, c'est-à-dire les élus au conseil municipal, se cachaient quand il fallait monter au créneau. Et surtout, j'ai constaté, et c'était assez malheureux, parce que moi, à la base, quand j'ai été élu député, je ne pensais pas forcément à être maire de cette ville. J'ai vu que ça ne travaillait plus. Et que du coup, les habitants étaient méprisés, mais deux fois. Ils étaient méprisés la première fois parce qu'il y avait ce manque de travail, ce manque d'engagement, en fait, de la part de leurs élus, que ce soit sur les idées comme sur les attaques qu'ils ont reçues, mais aussi d'engagement sur le fond des dossiers et sur les propositions apportées pour la ville. Et puis un manque d'engagement aussi dans la proximité. Et du coup, j'ai vu que à Roubaix, la caractéristique politique principale de Roubaix, c'est que les habitants sont depuis une dizaine d'années complètement privés de relais politiques, d'interlocuteurs politiques. Je ne parle pas des quelques habitants qui, parce qu'ils sont dans des associations, et c'est d'ailleurs normal, ont un peu accès à une écoute, à la parole. Mais la majeure partie des habitants aujourd'hui, non seulement elle est plus défendue, mais en fait elle n'a plus de lien. Je prends souvent l'exemple des quartiers nord, parce que c'est peut-être l'exemple le plus parlant, même si dans les quartiers ouest, ça commence aussi à être problématique pour d'autres raisons. Quartier nord, les gens ne voient plus leur maire de quartier. Monsieur Lazaro, on ne le voit plus, quoi. Voilà, ça fait des années, que ce soit au cul de four. Ah bah, il y a déjà des soucis techniques, mais ça fait partie du direct. Au cul de four ou dans d'autres endroits, les gens ne voient plus leurs élus. Et donc, ils se retrouvent complètement abandonnés dans une situation où, on le sait, les habitants de Roubaix, la ville de Roubaix, et non seulement pointés du doigt dans les médias, mais surtout on a des difficultés sociales, on a des difficultés politiques. On a évidemment sur des questions comme le logement, sur des questions comme l'accès à l'alimentation, enfin, le niveau, l'état de nos écoles publiques, etc. On a des difficultés qui sont très fortes. Et donc, je me suis dit que, bah, puisque personne ne le faisait, et ben, moi j'allais y aller parce que je ne suis pas de nature à me cacher. Et donc, quand il faut porter un combat politique et qu'il faut le faire pour défendre les conditions de vie des habitants, eh ben, il faut y aller. Et donc, c'est pour cette raison que je me suis présenté et que je l'ai fait il y a longtemps, si vous avez un petit peu Est-ce que, observé. est-ce que quand même il y a une logique aussi, disons, de parti, en se disant, Non. voilà, il y a aussi une logique où la France Insoumise essaie quand même d'avoir de plus en plus de mairies, de plus en plus d'endroits où le parti est représenté en fonction. Est-ce qu'il y avait un peu de ça ou pas du tout? Moi, je vous l'ai dit en introduction, je ne me suis jamais caché. Donc, je ne me cache pas de mon organisation politique. Je veux dire, c'est marqué sur mon front. Oui. Je peux ne pas mettre de logo, c'est marqué sur ma tête, France Insoumise. Mais dans ces élections municipales, moi, je mène une liste. Quand vous êtes député, vous êtes un binôme d'élus. Donc, il y a moi et Sherazade Bentorki, France Insoumise. On est deux. Une liste, c'est 53 noms. Et dans ces 53 noms, j'ai des membres de mon organisation politique, mais j'ai un nombre de personnalités qui sont de sensibilités politiques différentes. Myriam Co, c'est une écologiste.
On a des anciens socialistes, on a des communistes, et puis surtout, on a plein de gens dans cette ville qui sont importants dans la ville, qui sont reconnus, qui sont aimés, qui ne sont pas membres d'une organisation politique. Et moi, je suis le garant de ça. C'est-à-dire, je ne suis pas et je ne serai pas le maire d'une organisation politique. Je serai le maire au service des habitants. Et je tiens à le dire, de tous les habitants. Comme j'ai été le député de tous les habitants. Ce n'est pas parce que j'ai été député France Insoumise que je ne suis pas intervenu, par exemple, sur la question de l'avenue Delory, de Barbieux. Hein. Vous connaissez, Barbieux, on dit que c'est l'électorat de droite. Mais moi, je les reçois aussi, les électeurs de droite, parce que je suis aussi à leur service. Et donc, ce qui m'anime, ce n'est pas le fait et je l'ai dit au dernier meeting, si vous avez suivi, Roubaix sera ni un laboratoire, ni une baronnie locale, si vous voulez. C'est-à-dire, je ne serai pas piloté par une organisation politique, et en même temps, je ne serai pas le petit baron du coin qui fait tout ce qu'il veut, en pensant qu'il fait mieux que tout le monde. Je pense qu'il y a cette cohérence à tenir, et que la liste que j'ai l'honneur de porter, eh ben, elle a cette sensibilité, cette diversité, avec des gens, encore une fois, qui sont aimés. Et la liste fière de Roubaix, hein, puisqu'on n'a pas, cité le nom, donc c'est fier au pluriel normalement. C'est vous qui de Roubaix. Vous êtes un meilleur politique que moi. Je le fais en introduction en général, mais c'est vrai que je me rends compte qu'on ne l'a pas cité, donc c'est bien de le dire. Avant d'arriver justement sur vraiment le projet, moi j'avais imaginé qu'on puisse discuter quand même des dernières années et de ce que vous avez constaté à travers justement ce mandat de député de la 8e circonscription, d'une grande partie de la ville de Roubaix. Qu'est-ce que vous avez du coup constaté? Quel est votre diagnostic vraiment de la ville de Roubaix? Si on devait réduire, j'imagine que vous en avez vu des choses, mais si on devait réduire en 2-3 diagnostics qui sont un peu percutants, affolants, qui vous ont vous-même interpellé, ça serait lesquels? Alors moi, je ne cherche jamais à affoler. Et d'ailleurs, durant ces dernières années, vous aurez remarqué que je n'ai jamais essayé d'enfoncer le couteau dans la plaie. Mais quand même, la situation elle est compliquée. C'est-à-dire qu'on a d'abord une municipalité qui est en lambeaux. C'est-à-dire le maire qui était censé être le candidat désigné, mais aussi le maire sortant à la base, M. Delbar, condamné pour fraude fiscale, plus de maire. Le chef politique de la ville, donc, plus là. Le chef administratif de la ville, le DGS, le directeur général des services, parti. Il est remplacé par un autre qui part au bout de, je crois que c'est 15 ou 20 jours, en disant il y a des choses illégales qui se passent. Parti. Donc en fait, le chef politique et le chef administratif de la ville, il n'y en a plus. Tout ça est la résultante d'une situation qui couvait depuis de nombreuses années à Roubaix. Donc déjà, lorsque les habitants formulent des demandes assez simples, non seulement ils n'ont pas gain de cause, on pourrait dire la mairie ne peut pas tout faire, c'est vrai, la mairie ne peut pas tout faire. Mais enfin, des fois, ils n'ont même pas de réponse, parce qu'on en est là. Et donc en fait, le constat d'urgence sociale qu'il peut y avoir à Roubaix, parce qu'on a d'énormes difficultés, je prends souvent le logement, il est conjugué avec une démission généralisée de ceux qui sont censés répondre à ces difficultés-là, qui ont des responsabilités. Le maire, les services de la ville, etc. Typiquement, les équipes, les agents municipaux, ils ont été abandonnés, méprisés. Disons que le premier diagnostic, c'est de dire qu'il y a vraiment des dysfonctionnements. Vous avez constaté des dysfonctionnements par rapport à l'administration, la gestion de la ville. Des dysfonctionnements et un désintérêt. Parce que par exemple, pourquoi je vous parle de la question du logement? Le logement, c'est la priorité numéro 1 à Roubaix. Moi, honnêtement, avec mon cabinet parlementaire, avec mon équipe parlementaire, on est submergé de dossiers comme ça, on fait au mieux. Il n'y a même pas une adjointe au logement. C'est une conseillère déléguée. Donc c'est quelqu'un qui, par ailleurs, est animé de bonnes intentions, je le dis aussi, parce que tous les élus municipaux, quand bien même on est dans l'opposition, on se parle, mais elle a un travail à côté, quoi. Donc vous voyez, dans la ville qui subit le plus de discrimination au logement et de logements passoires thermiques, en mauvais état, il y a des ANRU, donc des opérations de relogement urbain, on n'a même pas d'adjoint sur cette question-là. Donc ça, vous voyez, c'est aussi un choix politique au bout d'un moment. Ce n'est pas de la faute de l'élu qui est là, c'est de la faute du maire qui n'en a pas fait une question prioritaire. Et ça, pour le coup, vous le ressentez après dans le quotidien des Roubaisiens. De la même manière que vous avez des sujets, bon, il y a des adjoints, hein, mais où il y a des sujets, c'est complètement la propreté. Je vais vous raconter une anecdote. J'étais dans une association qui a un contrat privé sur la propreté. Il y avait un problème avec un salarié. Moi, je suis allé les voir. Quand il y a des problèmes, je vais voir les associations. Je ne leur déclare pas la guerre. Je ne suis pas là pour faire la chasse aux sorcières. Mais je vais les voir pour leur demander des explications et pour voir aussi comment on peut les aider. Une association sur laquelle la ville mettait plusieurs centaines de milliers d'euros à l'année. Vous voyez ? À la fin de l'entretien, je leur pose une question assez rituelle. Et du coup, la mairie, vous en êtes où avec eux? Qu'est-ce qu'ils disent? Et là, j'ai le directeur de cette structure sur la propreté qui me dit la personne référente sur cette question n'est jamais passée nous voir sur la propreté. Donc vous voyez, en fait, on en est là à Roubaix. Et évidemment,
moi, je ne mens pas aux gens. Je ne dis pas que tout est facile. Mais enfin, il y a des sujets. Moi, j'ai vu quand j'intervenais, ça bougeait. Avec les bailleurs sociaux, les relations entre la mairie et les bailleurs sociaux sont déplorables. Nous, on fait bouger des dossiers. Donc, je pense qu'à partir du moment où vous avez au moins la municipalité qui montre l'exemple, vous pouvez faire bouger des choses. Et après, mener des projets, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien qui bouge. Il n'y a plus d'envie d'y arriver, il n'y a plus d'envie de mettre en valeur les agents, de faire en sorte qu'ils se sentent bien dans leur travail. Et il n'y a plus envie même de se projeter vers l'avenir et d'avoir des projets. Voilà, les seuls projets qui sont menés aujourd'hui, c'est des projets pour retirer des choses aux Roubaisiens. En rue à l'Alma, bah, c'est quoi? C'est virer des gens. Voilà, on estime qu'il y a trop de pauvres, il faut les virer. Mais sinon, les habitants, ils ne sont pas écoutés. En rue à l'Épeule, même chose. Projet privatisation du parc des sports, qui était un parc. On m'a raconté ce qui se passait dans ce parc. Mais vous étiez contre le projet de rénovation? Ou alors est-ce que c'est juste que c'est les aménagements qui vous paraissaient peut-être pas à la hauteur c'est quoi votre avis sur la rénovation Alors moi, mon avis de déjà, c'est Roubaix? que les Roubaisiens, ils sont jamais en trop dans leur propre ville. Donc les virer, ce n'est pas un objectif politique. Le quartier de l'Alma, il a besoin évidemment de rénovation. Les logements ont été abandonnés pendant 20 ans, 25 ans, mais il a besoin de réhabilitation, pas de tout casser, pas de tout détruire. Donc en fait, il faut garder ces bâtiments historiques, qui sont des bâtiments qui ont été bien conçus, et qui en plus, c'est assez rare à l'Alma, à Roubaix, pardon, et même c'est assez rare en France d'avoir un quartier qui a été conçu, par exemple, pour qu'il n'y ait pas de voitures à l'extérieur. Il y avait des parkings souterrains à la base. Ces parkings, ils ont été abandonnés, clôturés. Il y avait aussi des accès à des cœurs d'îlots. Quand vous allez à l'Alma, vous le voyez, sauf qu'il y a des grilles maintenant. En fait, on a tout grillagé. On nous a dit il y a du trafic. C'est vrai, c'est une difficulté, c'est une problématique. Il faut s'en occuper, il ne faut pas rien faire. Mais mettre des grilles et grillager tous les lieux et prendre aux Roubaisiens ce qui était à eux, c'est-à-dire des espaces verts, ce n'est pas la solution. Donc il faut réhabiliter. Et très honnêtement, pour être suffisamment en contact avec l'Agence nationale de la rénovation urbaine, c'est possible. C'est-à-dire aussi, on a une municipalité qui a menti pendant des mois et des mois sur le sujet de l'ALMA, en disant on ne peut pas modifier, etc. Moi, je voyais la directrice générale de l'ANRU. Je sais que c'est possible. Je sais que la préfecture, elle n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Je sais que LMH n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Alors, ils ne pourront pas le dire parce que c'est la mairie qui est décisionnaire et c'est le principe démocratique, mais c'est ça la vérité. C'est qu'il n'y a pas de projet sur lesquels on est condamné. Et sur les Peuls, c'est pareil. Et justement, on va pouvoir peut-être quitter le diagnostic pour entrer dans le champ de la proposition et du projet. Donc, vous venez de publier là, très récemment vos propositions, qui sont en grand nombre, hein, donc je n'ai même pas pu encore tout en prendre connaissance. Mais est-ce que vous pouvez nous synthétiser ce catalogue de projets que vous proposez et que vous promettez quelque part de réaliser, d'œuvrer en tout cas pour leur réalisation? Oui. Comment vous le synthétisez? Je suis venu avec un petit exemplaire, je ne sais pas si on le voit à la caméra. Voilà, c'est ça le projet, c'est 400 propositions pour Roubaix avec la liste Fiers de Roubaix. On en est assez fiers parce que ça fait 1 an qu'on travaille dessus. Je tiens à le dire déjà parce que c'est pas rien, c'est des centaines de rencontres, c'est des rencontres locales avec des habitants. On avait fait notamment un cycle de barbecue citoyen pendant l'été dernier avec les habitants pour recueillir un peu leurs préoccupations dans le quartier. Juste avant de vous donner quelques propositions concrètes, parce que j'en ai, vous doutez qu'il y a 400 propositions, mais je ne veux pas vous engloutir sous les propositions, mais j'en ai choisi quelques-unes, juste pour qu'on comprenne bien la démarche. Ça, c'est une feuille de route. Les élus sont tenus par ça. C'est-à-dire le 15 et le 22 mars, les élus seront engagés par ce projet. Ça ne veut pas dire que tout sera facile, ça ne veut pas dire que tout va être fait en 2 jours, mais enfin, c'est ça l'engagement. On a une feuille de route qui est claire. On a tenu à travailler là-dessus, parce qu'une campagne municipale, ce n'est pas que des beaux slogans ou que des déclarations de principe. Vous voyez? Donc ça, c'est le début. Le projet, il consiste en plusieurs choses. D'une, répondre aux urgences. Il y a des urgences immédiates. Logement, j'en ai parlé. Propreté, j'en ai parlé aussi. Remise en état de la ville et remobilisation des agents, en les respectant, en comprenant que ça ne sert à rien d'avoir une gestion managériale toxique ou pas à l'écoute. Donc ça fait partie des priorités dans ce que j'appelle les priorités du quotidien, vous voyez, ce qui concerne le quotidien. La sûreté, ce qui se passe la nuit, ça a été un sujet assez récemment avec les night shops. Ça, c'est le fonctionnement quotidien de la ville pour apaiser, réparer ou améliorer les conditions de vie un peu immédiates des habitants. Est-ce que la question justement de la sûreté, de la sécurité, c'est une des propositions que vous aviez prévu d'aborder ou est-ce que... Oui, il y en a. On a des propositions, vous savez, on discute avec la police municipale, il y a beaucoup de propositions. Juste, je finis parce qu'il n'y a pas justement que les sujets du quotidien. On a aussi une vision parce qu'on essaye d'allier la bonne gestion avec une vision pour la ville, c'est-à-dire avec des projets qui nous engagent tous vers une direction. Et donc, on a des projets de moyen et des projets de long terme.
Notamment, par exemple, je vous en prends un sur le sport, par exemple. C'est une demande qui est récurrente chez les acteurs sportifs qui veulent se professionnaliser. Donc on a plusieurs propositions pour aller vers la professionnalisation et le fait que quand on est un professionnel, eh ben derrière, on a des qualifications, on peut trouver un travail plus facilement, etc. Mais il y a aussi des besoins de structure, par exemple un centre du haut niveau, un centre de récupération qui nous permettra aussi d'être attractif sur la métropole et même en France. Donc ça, c'est du moyen terme. Et puis après, il y a des projets aussi de long terme qui sont à l'échelle d'un mandat, parfois même de deux, sur de la rénovation urbaine. On va avoir besoin d'un ANRU 3, par exemple, je pense au quartier du Puy-de-Four, qui est en très grande souffrance aujourd'hui, ou au quartier du Pile, qui a aussi besoin d'une intervention très structurelle, parce qu'il y a beaucoup de logements vides là-bas, beaucoup de logements vacants, et que le quartier est de moins en moins attractif, et de plus en plus de gens veulent partir. Donc on allie ces trois dimensions-là. Voilà. Et c'est surtout ça, la bonne gestion, la bonne vision. C'est ça euh, qui nous a guidés en matière politique. J'ai cru voir que vous aviez sur le site internet, hein, Guiraud Oui, 2026, vous aviez évoqué Roubaix 2040, quelque chose oui comme ça, ça. Alors, c'est ça qui explique un petit peu, disons, l'idée long terme, c'est ça votre on vision? va jusqu'à là. En gros, la plupart de nos projets se font quand même sur un mandat ou deux, quoi, hein. Mais effectivement, on essaie d'avoir une vision large parce que vous avez des projets d'urbanisme, par exemple, qui vont mettre du temps. Quand je vous parle d'un ANRU 3, aujourd'hui, l'Agence nationale de la rénovation urbaine, elle n'a même pas encore déclenché l'ANRU 3. Là, on est encore dans l'ANRU 2, donc on est sur l'ALMA, sur les Peuls. Ça, c'est les projets ANRU qui vont avoir lieu et qu'on va pouvoir transformer assez rapidement. Mais si on veut un ANRU 3 au cul de four, effectivement, ça ne sera pas sur les premières années, sur les 2 premières années, par exemple, du mandat. Ça serait mentir aux gens, en tout cas, que de l'affirmer. Donc, effectivement, pourquoi on va jusqu'en 2040? Parce que c'est justement ce manque de vision de long terme qui empêche aussi de mener des projets immédiats. Quand on a une vision de long terme, on sait ce qu'on veut faire avec un quartier. On se pose ces questions-là. Par exemple, quand on dit à quoi va ressembler le Sartell-Cariem en 2040, qui est une zone qui est les politiques, ils s'en foutent, quoi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, les responsables politiques de la ville, ils ne savent pas quoi faire et ils ne veulent pas savoir quoi faire avec un quartier comme le Sartell-Cariem ou avec un quartier comme Oran-Cartigny, qui sont pourtant des quartiers qui sont bien situés, qui ont des avantages géographiques, qui ont des friches, qui ont des espaces libres, dans lesquels on peut faire des choses. Mais si on veut faire ces projets-là, même parfois sur l'échelle d'un mandat, il faut se poser ces questions-là de qu'est-ce qu'on veut que notre ville soit, à quoi on veut qu'elle ressemble d'ici 15 ans, quoi. Sur le plan économique, c'est quoi votre vision? Oh bah, sur l'activité économique, on a, alors c'est pas tant une vision qu'une proposition, c'est-à-dire que on a à Roubaix un constat, il y a de l'activité à Roubaix. Ce qu'on dit souvent, ville pauvre, il y a de l'activité. Le problème, c'est que ce n'est pas les Roubaisiens qui profitent de cette activité. Il est là le souci. Donc sur la vision économique, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'une mairie peut faire? Déjà, on a le schéma, ce qu'on appelle le SPASER, bon, c'est un peu technique, mais on a un schéma public d'offres dans lequel on peut mettre des conditions. C'est ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Là, ce document-là, par exemple, la ville n'a pas investi ce document-là, et c'est des conditions contraignantes. Quand vous passez des marchés publics, vous engagez les entreprises qui viennent, par exemple, ou vous vous engagez en tant que mairie à solliciter des entreprises qui sont locales, qui peuvent inclure des Roubaisiens. Quand vous êtes une municipalité, vous pouvez avoir une politique de stage, de mise, comment dire, à l'étrier, un peu de premier pas pour des Roubaisiens et notamment les jeunes qui n'ont pas ce réseau que peuvent avoir plein de familles qui ont la chance d'avoir un réseau et de pouvoir faire des stages, des premières expériences professionnelles. Nous, c'est sur ça qu'on peut agir vis-à-vis de nos jeunes. Et puis après, en termes d'activité économique, je pense qu'à un moment, il va falloir se dire aussi qu'on ne peut pas juste jurer par la zone de l'Union. Quand je vous parle du Sartell ou de Rancartigny, je pense que c'est des endroits où on peut inclure de l'activité économique, évidemment respectueusement du voisinage, respectueusement des habitants, mais enfin, c'est des endroits quand même qui sont bien situés ou dans lesquels il peut aussi avoir un retour d'une activité économique intéressante pour la ville. Et après, à chaque fois qu'on fait de l'activité quelque part, là, c'est à la mairie de dire il faut que ce soit des Roubaisiennes et des Roubaisiens. Et après, on a un sujet qui est assez fort, c'est celui de l'éducation, de la formation, parce que typiquement, vous avez des industries, par exemple, ou des usines, ou des lieux à Roubaix qui sont, je pense à OVH, qui génèrent beaucoup d'activités et beaucoup de chiffres d'affaires, mais dans lesquels les Roubaisiens sont assez peu représentés. Et OVH va nous dire, en fait, quand vous arrivez, OVH, sûrement, ils veulent bien prendre des Roubaisiens, mais ils nous disent, nous, c'est des métiers à haute qualification, donc formez-les, on les prend. Nous, ça doit être ça la base de la discussion qu'on a avec une entreprise comme OVH. Donc voilà les pistes un peu qu'on peut trouver. Encore une fois, il y a plein de sujets. L'économie, ce n'est pas un sujet isolé des autres, hein. Il y a la culture, le sport, l'éducation. Typiquement, une politique sportive qui se tient, c'est aussi une politique sportive qui professionnalise, je l'ai dit tout à l'heure,
les personnes qui sont dans ces lieux-là, parce que en fait, vous avez des métiers du sport. Et c'est tout ce qu'on rate à Roubaix. Et justement, j'allais vous demander quel est votre avis, votre analyse de la jeunesse à Roubaix. On sait que c'est une ville où il y a un très grand nombre de jeunes de moins de 30 ans. Et vous, aujourd'hui, c'est quoi le constat que vous faites de cette jeunesse? Est-ce qu'il il y a des points forts, il y a des points faibles, lesquels? Et quelles perspectives surtout est-ce que vous avez sur la question? On est face à une municipalité qui, pendant au moins une décennie, a considéré que les jeunes, c'était un problème. Voilà. C'est ça la réalité, en fait. C'est que les jeunes sont un problème. Nous, on pense, en tout cas, on prend le chemin inverse. Je pense que s'il y a un effort à faire très particulièrement sur Roubaix, c'est quand même sur la question de l'éducation. Pourquoi? Parce que ce qui fait que beaucoup de familles roubaisiennes aiment Roubaix, mais parfois s'en vont de Roubaix, c'est pas parce qu'elles n'ont pas confiance en la ville ou l'insécurité ou autre, c'est qu'elles se disent l'école, là, moi j'y suis allé, j'ai pas envie que mes enfants y aillent. Ça arrive souvent, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu. Donc nous, on doit mettre le paquet sur le scolaire, on doit mettre le paquet par rapport au rectorat, et on doit mettre le paquet sur le périscolaire et sur tout ce qu'il y a autour. Et par exemple, une des propositions qu'on a formulées, ça c'était dans mon dernier meeting en septembre, c'est d'avoir ne serait-ce que des bulles de tranquillité pour les jeunes qui veulent étudier et qui veulent progresser. On appelle ça des maisons des devoirs. Je pense qu'il faut qu'il y en ait une dans chaque quartier, c'est ce qu'on propose. Chaque grand quartier, déjà, ça serait bien, donc au moins 5, nord, sud, est, ouest, centre, parce que la médiathèque, elle n'est pas en capacité aujourd'hui d'absorber tout le flux des étudiants, mais qu'on ait ces maisons-là qui sont des lieux d'études avec des professionnels qui soient à l'écoute et quelque part qu'on redonne de la bienveillance à ces jeunes. Voilà. Ça manque de bienveillance à Roubaix. En tout cas, les politiques publiques manquent de bienveillance, manquent d'écoute vis-à-vis des jeunes. Évidemment, je pourrais parler très longtemps sur la politique jeunesse, mais il y a un moment où il faut qu'on fasse confiance. Et à tous les jeunes, hein, parce que je dis ça aussi, à Roubaix, les jeunes se cherchent. Il y a beaucoup de mal-être. Vous allumez la télé, quand vous êtes un jeune de Roubaix, quand on parle de vous, de Roubaix en soi, de votre religion, c'est difficile. Le but qu'on a quand même dans cette campagne et après dans la municipalité, c'est de faire en sorte que au moins les gens soient fiers d'être roubaisiens. C'est pour ça qu'on a appelé cette liste comme ça. C'est-à-dire, on ne sait pas très bien parfois, quand on est jeune, qu'est-ce qui nous rattache à la France, qu'est-ce qui nous rattache, parce qu'on est toujours exclu dans les discours politiques. Eh bien, si au moins dans la mairie, on se sent encadré, entouré, avec bienveillance, moi je pense qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui se perdent, disons-le, dans les substances, le protoxyde d'azote, parfois dans de la petite criminalité, etc., qu'on pourra récupérer. Mais j'allais justement vous demander, pour faire la transition, et puis je précise qu'effectivement, les personnes qui voudront voir vraiment pour chaque sujet toutes les propositions. Oui. Alors, c'est en ligne, je le dis, guiraud2026.fr. Alors, si je ne me trompe pas, c'est /programme, mais sur guiraud2026.fr, vous aurez effectivement le lien qui vous permet d'aller en profondeur. Et l'idée, c'est pendant qu'on a du temps audiovisuel, peut-être un peu plus facile aussi d'accès pour un grand public, c'est vraiment d'essayer de brasser dans les différents sujets. Moi, la question que j'allais vous poser, c'était justement celle-là, transition avec ce que vous disiez juste avant. Est-ce qu'il y a une problématique de sécurité ou pas à Roubaix, selon vous? Et si oui, laquelle et quelles sont les... Mais évidemment, comme dans toutes les villes de France d'ailleurs. Et alors, ça serait quoi pour vous, cette problématique? Alors, vous avez un panel de problèmes à Roubaix qui est de différents ordres. Vous avez des problèmes, notamment le soir, en termes de nuisances sonores, de voitures qui bombardent sur les grands axes, les night shops. Voilà, donc ça, vous avez, rien que le soir, par exemple, vous avez ce genre de problématique. Vous en avez d'autres. Vous avez des personnes à Roubaix qui sont dans des situations de fragilité mentale, parce que la santé mentale, c'est un sujet, et qui souvent s'en prennent à elles-mêmes, mais parfois s'en prennent aux autres aussi. Donc là, il y a un problème d'accueil de ce public-là et de prise en soin de ce public-là, parce que moi, j'aime bien la droite qui fait des réponses uniquement sécuritaires. Alors, je vais vous dire ça, hein, police 24/24. Enfin, d'accord. Mais la police, aujourd'hui, elle n'a pas les moyens de circuler partout dans la ville en effectif suffisant. Et c'est la police nationale qui doit faire ça. La police municipale, on a la chance à Roubaix d'avoir une police municipale qui a une vision de son métier qui, quelque part, est celle d'une police de proximité, de terrain. Et nous, il faut qu'on encourage ça. D'une, en écoutant les agents de police municipale. De deux, en essayant de trouver des dispositifs. Je pense notamment au fait de circuler en piéton. Des fois, il faut assumer de se dire, on circule en piéton, donc on est parfois un peu moins visible dans le centre-ville ou autre,
mais on est en piéton et on a le temps de discuter avec les gens, et on a le temps de leur parler, et ils ont le temps en fait de nous évoquer leurs problèmes. Il faut qu'on réinstaure du point de vue de la sûreté ce qui a été fait le mieux, moi, quand j'ai été député, des cellules, des moments dans les comités de quartier, dans les mairies de quartier, entre la police municipale, la police nationale et les habitants. Parce que c'est à cet endroit-là que les gens ils savent, hein, ils connaissent les problèmes. Ça s'était fait à Lomelay. Lomelay, pareil, quartier très peuplé, très délaissé, avec beaucoup de problèmes de sûreté, notamment le soir. Et ben, c'est dans ce comité de quartier où effectivement c'est un lieu où ça gueule, parce que les gens sont en colère, que ça ne bouge pas. Mais une fois que vous avez fait la réunion, au moins la police municipale, la police nationale, ils ont une feuille de route et ils peuvent savoir où intervenir précisément. Ce genre de coordination aussi avec les habitants, c'est hyper important. Votre liste Fier de Roubaix donc, va proposer ce programme, propose aux Roubaisiens ce projet-là que vous décrivez, hein. Est-ce qu'il y a des alliances potentielles? Pas du tout. Comment vous voyez les autres listes? Si, disons que vous êtes premier ou deuxième ou troisième, est-ce que ça changerait quelque chose? Au premier tour, je parle évidemment. Et voilà, est-ce que vous pouvez nous dire un peu dans quelle mesure, oui, non, c'est possible de discuter avec les autres partis qui proposent d'autres choses? Je l'ai toujours dit pendant la campagne, je n'ai qu'un adversaire. L'adversaire, c'est le maire sortant. C'est la droite. C'est lui mon adversaire. J'estime que c'est lui qui est en grande partie responsable de la situation, quand bien même on peut, se tirer la barbiche avec les autres listes politiques. Mais moi, mon adversaire, c'est la droite à Roubaix. C'est la gestion municipale de la droite. J'ai toujours été ouvert aux autres organisations politiques. Par contre, quand je me prends des coups, je réplique, ça m'arrive. C'est-à-dire, c'est comme le hérisson, hein. Si vous frottez en inverse, on peut déclencher les piquants. Je suis comme le hérisson. Mais, encore une fois, moi, je tiens à rester le plus possible dans cette ligne-là. Mon adversaire, aujourd'hui, c'est Alexandre Garcin. Les autres listes de gauche, qu'elles se disent de gauche ou pas, etc., elles seront toujours les bienvenues pour discuter. Je l'ai fait de nombreuses fois, j'ai participé à de nombreuses négociations, de nombreuses discussions. On a eu un point de désaccord. Et je pense que ça vient de là, le fait qu'il y ait plusieurs listes, etc., même si c'est la démocratie, c'est normal qu'il y ait plusieurs sensibilités politiques. C'est que quand je me suis lancé, c'était il y a 1 an et demi. Et les gens me disaient, mais tu nous brusques, David, il faut qu'on en parle, etc. J'ai répondu ce jour-là à tout le monde que si on veut que les gens se mettent à recroire en nous, il ne faut pas débarquer 2 mois avant l'élection. J'ai prévenu tout le monde. J'ai dit que je ne voulais pas qu'on débarque 2 mois avant l'élection. Parce qu'à Roubaix, il n'y a rien de plus insupportable pour les habitants que quand vous avez un élu qui n'a rien fait de son mandat et qui sonne à votre porte ou qui vous tend un tract au marché 2 mois avant l'élection pour dire « Ouais, au fait, vous vous souvenez de l'élection ?» Donc moi, je tenais à ce que cette campagne, elle soit inscrite dans la vie des gens. David Garot, merci beaucoup. Je vous propose, pour conclure cet entretien, de vous adresser directement la minute traditionnelle, hein, depuis le début de cette spéciale municipale 2026, pour dire aux Roubaisiens, aux Roubaisiennes, pourquoi est-ce que c'est pour votre liste qu'il faut voter. Vous pouvez les regarder en direct et puis on conclut juste après. Bon, chers Roubaisiens, chères Roubaisiennes, les 15 et 22 mars, vous voterez pour la liste Fier de Roubaix. Cette liste, elle s'appelle Fier de Roubaix et elle rassemble largement des collectifs, des sensibilités politiques différentes et elle rassemble les gens et les élus de cette liste autour d'un programme. Ce programme, il est là, c'est Fier de Roubaix et il a pour objectif d'en finir avec la politique de la municipalité sortante, c'est-à-dire une politique désordonnée, chaotique et au fond méprisante pour les habitants et qui nie les besoins fondamentaux des Roubaisiennes et des Roubaisiens. Les 15 et 22 mars, nous allons mettre en application ce programme. Ce programme, il répondra à des urgences. J'ai déjà parlé du logement, de la sûreté ou de la propreté. Il s'inscrira dans le temps long parce que Roubaix a besoin de se projeter dans l'avenir. Je pense notamment à la question énergétique. Nous allons affronter des chocs et nous devons y être prêts. Ou à la question de l'alimentation, puisque la question de l'agriculture en ville est un beau défi, plutôt que de produire des fruits et des légumes produits à l'autre bout du monde. On va parler de tous les sujets dans ce programme. Je vous laisserai le découvrir sur mon site internet, guiraud2026.fr, de la culture populaire au sport pour tous ou au sport professionnel. Mais je tiens à le dire aussi, cette liste que je conduis, elle sera au service de tous les habitants. Pas uniquement de ceux qui sont d'accord avec moi, de tous les habitants, y compris ceux qui ne sont pas dans les réseaux d'élus et qui ne sont pas insérés dans ces réseaux-là. Je finis là-dessus très rapidement. On termine pour ne pas dépasser. On va renouer avec la politique de proximité
et de disponibilité que l'on doit aux habitants de Roubaix pour faire de Roubaix une ville libre, fraternelle, solidaire. Nous pensons que Roubaix a des belles choses à dire à la France, parce que Roubaix, c'est la France. Alors rappelez-vous, les 15 et 22 mars, il ne s'agit pas juste d'une élection municipale, mais du retour de toute une ville sur la scène nationale. David Guiraud, merci beaucoup. On vous remercie d'avoir suivi. Merci à vous. On vous invite toutes et tous à participer, à commenter, à relayer. On fait un prochain et dernier exclu ce dimanche, donc n'hésitez pas à rester connectés. Et puis vous retrouverez évidemment cet entretien sur YouTube dans les 24 heures. Merci encore, à très bientôt et bonne soirée.